Ouverture ce matin de la 45e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de l'espace CEDEAO. Les participants sont les ministres des Affaires étrangères de la sous-région. De quoi ont-ils parlé? La réponse à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, le mouvement du peuple pour le progrès salue le processus de réconciliation nationale lancé au Burkina Faso à travers la création des ministères d'État. D'autres sujets d'actualité étaient au menu de la conférence de presse animée ce matin par les premiers responsables du MPP. Une conférence de presse dont vous aurez la teneur dans ce journal. Il repose à jamais au cimetière municipal de Ouagadougou. Maker Ouedraogo, une des grandes figures politiques du Burkina Faso, a été inhumé ce mardi après des séances de prière et d'hommage. Et puis l'actualité à l'étranger nous conduira aux États-Unis pour voir l'ambiance à la veille de l'investiture de Joe Biden. Washington se prépare à une cérémonie sous très haute sécurité. Des détails à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre pour ouvrir ce journal. Sachez que le Premier ministre a reçu ce matin le secrétaire exécutif du comité interparlementaire du G5 Sahel. Jean-Marie Traoré est allé parler de l'actualité concernant la structure qui dirige et demander conseil auprès du chef du gouvernement pour une bonne exécution de la mission à lui confier. Le point de l'audience avec Amadou Ilboudo et Amandine Lalsaga. Aujourd'hui, pour moi, c'était important de venir me présenter, mais aussi partager l'actualité du comité interparlementaire G5 Sahel. Depuis la prise de service, on peut retenir qu'il y a un parcours assez important qui a été fait grâce à la détermination, à l'engagement des parlementaires des différents pays, malgré un certain nombre de difficultés. Vous savez que le Parlement du Mali a été dissous, c'est tout récemment que le CNT a été mis en place. Mais malgré ces difficultés, nous avons quand même pu avancer, notamment dans l'effectivité de la mise en place du secrétariat exécutif qui est basé à Niamey et qui essaye d'apporter un accompagnement technique et administratif aux organes du comité interparlementaire G5 Sahel. Donc, au niveau des documents qui encadre l'ensemble des interventions du comité interparlementaire, mais aussi ses rapports avec le G5 Sahel même. Nous avons aussi pu faire un certain nombre de pas. Et aujourd'hui, je peux dire que l'institution est fin prête. N'eût été la pandémie de la Covid-19, qui nous a aussi négativement impacté, puisque notre agenda 2020 a été totalement perturbé. Je peux dire que les choses vont bon. J'ai noté qu'il a une bonne maîtrise du contexte du G5 Sahel, ce qui est un atout pour nous, mais aussi du fonctionnement des organisations à vocation régionale, pour avoir lui-même travaillé pendant un certain nombre de temps dans une institution similaire. Et donc, nous avons profité d'un certain nombre de conseils de sa part. Dans l'actualité ce soir, nous parlons de la 45e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de l'espace CEDEAO. La dite session s'est tenue ce 19 janvier par visioconférence et ceux qui y ont pris part sont les ministres des Affaires étrangères des pays concernés. Au menu de cette rencontre, la situation politique et sécuritaire dans certains pays de la sous-région. Alidou Badini, Estelle Judith Assorba. C'est par visioconférence que se tient cette 45e session ministérielle du Conseil de médiation et de sécurité. Sur 16 pays qui comptent la CEDEAO, 12 pays prennent part à la rencontre que préside le Ghana. À l'entame des travaux, une minute de silence a été observée à la mémoire de Amadou Toumani Touré, Jory Jones Rawlings, tous deux anciens chefs d'État décédés courant dernier trimestre 2020. À l'ordre du jour, plusieurs points. La situation au Mali notamment, l'évolution de la situation politique en Guinée-Bissau, en Gambie, mais surtout faire le point des élections qui ont eu lieu cette année dans l'espace CEDEAO. Le Burkina Faso fera le point de l'organisation de son double scrutin. De ce côté-là, je pense que le Burkina Faso va être à l'aise dans les débats. Nous allons insister sur la question humanitaire. Nous allons en appeler encore à un effort encore de la CEDEAO
mais surtout en appeler à une solidarité internationale. La sécurité sera au centre des échanges de cette 45e session et les ministres vont se pencher sur le plan d'action de la CEDEAO adopté ici même à Ouagadougou en septembre 2019. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria restent toujours confrontés à la menace terroriste. Il y a des efforts à faire et il est important que le plan d'action de la CEDEAO, qui devait être financé à hauteur de 1 milliard de dollars, puisse être opérationnel. Pas de répit donc pour ces ministres des Affaires étrangères de l'espace CEDEAO qui devront en 2 jours baliser le terrain pour la tenue du sommet des chefs d'État prévu ce 23 janvier 2021. Zéphirine Diabré au siège de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, est allé solliciter l'accompagnement de la FAIB pour mener à bien le processus de réconciliation entre les Burkinabés. La démarche est bien accueillie par les premiers responsables de la FAIB. Le point avec Rasmani Zoundi et Issa Kanana. À la suite donc d'une rencontre que j'ai eue donc avec Simon Comporé et d'échanges très fraternels et francs que nous avons eus ensemble, nous avons décidé tous les deux de nous pardonner sur cette question-là et de nous réconcilier. Voilà, je ne vois pas quelque chose de mauvais à ça, puisque, et d'ailleurs, vous-même mettez-vous à la place, comment je peux être en train de parler de la réconciliation des Burkinabés si moi-même je ne suis pas capable de me réconcilier avec quelqu'un avec qui j'ai un différend. Bon, c'est d'abord, comme on dit, pour le temps de l'expression de quelqu'un, la réconciliation, c'est d'abord un état d'esprit. Voilà. Et moi, je suis habité par cet état d'esprit-là. Donc, pour moi et lui, l'incident est clos. Voilà, c'était donc la réaction de Zéphirine Diabré qui informe donc les Burkinabés et l'opinion internationale qu'il retire sa plainte qu'il avait déposée en 2017 contre Simon Compaoré, alors ministre de la Sécurité. Nous allons tenter à présent de suivre la rencontre entre le ministre de la Réconciliation nationale et les responsables de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Et c'est un reportage de Rasmani Zoundi et Issa Kanana. Un président réélu à 57,47%, 56 députés obtenus à l'Assemblée nationale. Le bilan du mouvement du peuple pour le progrès MPP est reluisant aux élections de novembre 2020. Le parti salue la maturité du peuple burkinabé et la classe politique dans son ensemble pour ces élections apaisées. Place désormais au travail pour réussir ce second mandat, à commencer par la réconciliation nationale, un des points importants du programme du président du Faso. Le MPP croit en la réconciliation nationale et entend y participer pleinement. Cette démarche pressentie se traduit aujourd'hui dans la formation du nouveau gouvernement par la création des ministères d'État en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, confiés à un ténor de la classe politique burkinabé, en l'occurrence M. Zéphirine Diabré, président de l'Union pour le changement UPC. Au jour d'aujourd'hui, entre Zéphirine Diabré et Simon Compaoré, nous nous sommes réconciliés. Et Zéphirine m'a dit qu'il retirait sa plainte. Voilà, donc c'est un bon début. Le Covid-19 qui ressurgit après les élections préoccupe le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Le parti appelle la population à plus de civisme et au respect des mesures barrières pour contenir la maladie. Simon Compaoré estime que son parti a été suffisamment responsable pendant la campagne en ce qui concerne le respect des mesures barrières. À tous nos meetings, nous avons donné le bon exemple. Il n'y a pas eu un meeting où vous avez vu les responsables aller sans masque. Et nous avons invité, autant que faire se peut, nos militants à encourager ceux qui viennent au stade, dans les lieux de meeting, de porter le masque. Et quelquefois, lors de nos interventions, nous avons attiré l'attention des populations.
Le MPP salue également la montée en puissance des forces de défense et de sécurité et la contribution des volontaires pour la défense de la patrie à la lutte contre le terrorisme. Voilà, toutes nos excuses pour ces soucis d'alignement des éléments de cette édition que nous allons tenter de poursuivre dans de meilleures conditions techniques. Vous venez plutôt de suivre la conférence de presse animée ce matin par les premiers responsables du MPP. Le retrait de la plainte contre Simon Compaoré, la réconciliation nationale et l'entrée des Zéphirins Diabré au gouvernement sont autant de sujets d'actualité donc sur lesquels le mouvement du peuple pour le progrès a donné son appréciation. Et justement, le mouvement du peuple pour le progrès qui a remporté les dernières élections doit sa victoire aux militants. Le MPP leur traduit sa reconnaissance et les invite à la mobilisation pour les prochaines élections, notamment les municipales. Le message a été lancé ce matin à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux au siège du parti à Ouagadougou. Adama Guiti et Pascal Kane. 2020, une année éprouvante, mais qui se termine par des motifs de satisfaction pour le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Le parti au pouvoir réconforte sa position de premier parti au Burkina avec ses victoires à la présidentielle et aux législatives, le fruit d'un travail minutieux dans la discipline selon le secrétaire exécutif. Il rend hommage à Simon Compaoré, président du parti et principal artisan de ses victoires engrangées en 2020. Notre président, le camarade Simon Compaoré, est connu comme étant un homme qui aime le travail bien fait et fait à temps. Il sait anticiper sur les situations pour prévenir les difficultés et les affronter dans des conditions favorables. Pour le président du parti, ces victoires sont plutôt le résultat d'un travail collectif des militants. Il salue par ailleurs la résilience des militants du parti au pouvoir dans les contextes liés notamment à la lutte contre le terrorisme. La victoire éclatante de notre parti au scrutin du 22 novembre 2020 n'aurait pas été possible sans l'abnégation au travail et le sacrifice de chacun et de tous dans les différentes structures de campagne que nous avons mises en place. Soyez-en remerciés pour cet engagement et restez mobilisés pour les combats futurs. En 2021, se tiendront en principe les élections municipales. Simon Compaoré invite les militants du MPP à rester mobilisés dans la discipline pour que le parti remporte aussi ces élections de proximité. Toujours en actualité politique, le mouvement démocratique annonce la tenue d'un congrès extraordinaire les 22 et 23 janvier prochains. À l'ordre du jour de ce congrès, la structuration du MODEM et sa participation aux prochaines élections municipales. À la conférence de presse tenue ce matin, le MODEM s'est également prononcé sur l'entrée au gouvernement du parti Union pour le progrès et le changement. Des détails avec Siela Ouattara et Sekou Zongo. Le mouvement démocrate MODEM tient son premier congrès extraordinaire les 22 et 23 janvier prochains à Ouagadougou. C'est la principale information de cette conférence de presse. Le MODEM est un jeune parti en structuration et la tenue de ce congrès se veut un tremplin pour faire du MODEM un parti responsable et qui compte dans l'échiquier politique burkinabé selon les conférenciers. Lors de ce congrès, des résolutions, des motions et des recommandations seront prises et nous procéderons aux amendements et à l'adoption des textes fondamentaux de notre parti. De ce congrès, nous attendons de bonnes stratégies politiques innovantes et endogènes pour aller à la conquête des municipalités pour l'enracinement de la démocratie à la base. À travers ce rendez-vous, le MODEM affiche son ambition de gérer des exécutifs locaux à l'issue des prochaines élections municipales. Quelle lecture des conférenciers sur l'entrée de l'UPC dans la majorité présidentielle? Pour le vice-président du parti, Zéphirin Diabré a le profil du réconciliateur, mais il lui faudra s'entourer d'autres valeurs.
même si cela va étonner certains, nous apprécions de façon positive la participation de M. Zéphirin Diabré dans le gouvernement actuel. D'autant plus que le poste pour lequel il a été nommé, il a là fait un cheval de bataille. Je me souviens très bien, nous avons pendant de longues heures, pendant de longs jours discuté de ce thème. Mais il va sans dire que seules les idées, en tout cas, ne permettront pas de réussir une mission. Il faut également que d'autres valeurs du point de vue intrinsèque puissent être associées aux grandes idées que M. Zéphirin Diabré peut avoir. Il faut dire également qu'il faudra bien que les Burkinabés, l'ensemble des Burkinabés puissent le comprendre et le soutenir dans cette démarche. Pour les conférenciers, le président du Faso a à cœur la question de la réconciliation nationale et le MODEM, par cette conférence de presse, réitère son soutien indéfectible au chef de l'État et réaffirme son appartenance à la majorité présidentielle. Autre point de l'actualité ce soir, et nous mettons le cap sur Kourgou où se tient une séance d'évaluation et de capitalisation des actions du projet d'appui au processus électoral du Burkina Faso. L'atelier qui se tient depuis hier connaît la participation des volontaires des Nations Unies ainsi que des représentants de la CENI et du programme des Nations Unies pour le développement. Et pour le cas particulier des élections de novembre dernier, la participation des volontaires est jugée satisfaisante. Amadou Ilboudo et Sekou Zongo. Le projet d'appui aux processus électoraux du Burkina Faso, PAPE-BF, satisfait de la contribution des volontaires des Nations Unies nationaux et communautaires lors du double scrutin de novembre dernier. À travers cet atelier, le PAPE reconnaît des difficultés inhérentes à toute organisation, mais retient le rôle essentiel de leurs experts aux côtés des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante. Nos venus ont été très actifs, aux côtés bien sûr des démembrements de la CENI, pour leur venir en aide. Et personnellement, je suis très satisfait du comportement de ces 109 collègues sur terrain pendant cette période. Également, ce projet qui a été mis en place par le PNUD a apporté l'appui nécessaire. Cette rencontre de capitalisation réunit 49 volontaires des Nations Unies nationaux et 60 volontaires des Nations Unies communautaires. Le projet d'appui aux processus électoraux du Burkina Faso restera actif jusqu'à la fin de l'année. Il compte de ce fait rester aux côtés de la CENI et des autorités burkinabées pendant les élections municipales à venir, selon le représentant résident du PNUD. Je vous l'annonçais un peu plus haut, Zéphirin Diabré était au siège de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, est allé solliciter l'accompagnement de la FAIB pour mener à bien le processus de réconciliation entre les Burkinabés. Le point avec Rasmani Sounti et Issaka Nana. Recueillir conseils, bénédictions et soutien pour relever les défis de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Voilà l'esprit qui guide Zéphirin Diabré, ici au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. Convaincu du rôle combien important de la religion dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale, le ministre en charge de la réconciliation nationale est là, non seulement pour une prise de contact, mais également présenter les missions à lui confier. Je dois remercier le président de la FAIB et l'ensemble de son staff vraiment pour l'esprit avec lequel ils m'ont accueilli et surtout pour la disponibilité qu'ils ont manifestée à accompagner donc ce processus-là et à nous aider notamment sur des questions qui seront très difficiles, à nous aider donc à trouver les solutions qui puissent apaiser les cœurs, rassembler le Burkina Faso et le rendre beaucoup plus fort pour affronter les défis qui l'assaillent. Questions politiques, économiques, sociales, bref, la réconciliation nationale est un vaste chantier selon Zéphirin Diabré. Et à l'autre du jour, la FAIB lui témoigne tout son engagement et sa disponibilité. Au sein de la fédération, en tout cas, nous le remercions beaucoup de cette considération. Et à notre niveau aussi, on a prouvé des conseils, on lui a donné aussi des bénédictions pour qu'Allah l'accompagne dans son lourd tâche, voilà, et l'assister dans tout de son mandat. La réconciliation nationale est transversale et la contribution de tous est attendue
foi du ministre d'État qui annonce par ailleurs une visite dans les prochains jours à d'autres obédiences religieuses et forces sociales. Première sortie de terrain pour le nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques. Le docteur Modeste Ayer Banga s'est rendu ce mardi au centre de promotion de l'agriculture villageoise. Le ministre a voulu s'imprégner des réalités de ce centre, considéré comme un bras opérationnel dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'agriculture. Le point de la visite avec Rocher Kam et Ernest Kambiri. C'est une première sortie pour le tout nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques. Et pour cette première démarche, la filière avicole est à l'honneur. Ici, au centre de promotion de l'aviculture villageoise, Dr Modeste Ayer Banga dit être venu s'imprégner des réalités de cette structure attachée et aujourd'hui bras opérationnel de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'aviculture depuis sa création en 1978. La conception des bâtiments, du plan de bâtiments adapté à notre contexte, la conception d'équipements adaptés à notre contexte, la production d'aliments, mais au-delà de la production, nous proposons des formules alimentaires adaptées à l'agriculture villageoise et évidemment il y a une très forte intervention en matière de santé de la volaille. La filière avicole, faut-il le rappeler, intervient fortement dans la lutte contre la pauvreté et le chômage au Burkina et le ministre est aussi pavé pour traduire toute sa reconnaissance aux différents acteurs. Nous allons travailler à ce que l'organigramme de ce centre quand même puisse continuer. Et également, il y a le statut juridique de ce centre également que nous allons travailler avec le gouvernement à ce que ce centre soit plus autonome, plus encore être plus performant. Faisant le point de la campagne de vaccination, le CEPAVI en 2020, ce sont 35 millions de têtes de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle et près de 4 millions de volailles vaccinées contre la variole aviaire pour une cible vaccinale de 110% du chef national. Les chiffres obtenus en partie grâce aux mesures Covid-19 de gratuité des soins animaux. Je vous amène à présent dans la région du Nord pour un constat sur les difficultés d'écoulement des légumes. C'est la période de la production maraîchère dans cette région, mais contrairement aux autres années, les producteurs ne font pas de bonnes affaires. Dans les jardins et sur la place du marché, producteurs et vendeuses regrettent la morosité du marché des légumes. Constat et explication avec Abbas Traoré et Karim Bikenga. En pleine campagne sèche, comptant pour les prix d'assaut par des producteurs maraîchers. Ils rivalisent de spéculation dans ce village de Gompossom, à 20 km de Yako. C'est même l'heure de la récolte pour des spéculations comme l'aubergine, le piment et la tomate. Les exploitants devraient se frotter les mains, mais non, cet espoir est différé. Il n'y a plus de marché. Sinon, le seau coûtait 3500 francs CFA. Aujourd'hui, le seau se vend seulement 500 francs. Les producteurs maraîchers du Zandoma, tout comme les vendeuses de condiments, broient également du noir, touchés par la morosité du marché. L'offre dépasse la demande, foi des acteurs, et la conservation étant quasi impossible sur place, il faut baisser les prix pour liquider. Actuellement, nous cherchons à rembourser les dépenses par des bénéfices. Avant, pour 1 million de francs CFA dépensé, tu peux gagner 3 millions. Pour avoir 3 millions aujourd'hui, il faut investir au moins 1,5 million. Le marché a baissé cette année. Celle qui a eu 500 000 francs pendant les fêtes l'an dernier se retrouve avec 350 000 francs cette année. L'abondance des condiments joue contre le marché. Tous croisent alors les doigts pour le retour du marché. En attendant, il faut sauver ce qui peut l'être. Et dans les jardins, chacun y va de sa méthode. Isiaka se sert de la paille pour protéger sa tomate contre la chaleur. C'est faute de marché que je couvre avec la paille. La tomate se conserve mieux avec cette technique. En touchant, vous verrez que c'est bien frais. Cela peut même durer 21 jours. Le difficile écoulement des productions, les maraîchers de la région du Nord le vivent depuis la survenue du Covid-19. À la baisse de la clientèle s'ajoute cette année l'accroissement de la production
explique-t-il. La transformation reste la solution durable sur laquelle les producteurs font l'espoir. Une solution qui ne semble pas être pour demain. Ici à Ouagadougou, l'ONG Voix de Femmes plaide une fois de plus pour le respect des droits de la femme. L'ONG insiste sur la nécessité de protéger les femmes dans les zones touchées par l'insécurité. Le sujet est débattu au cours d'un atelier qui a débuté ce 19 janvier et auquel participent des associations de femmes, des structures de défense des droits de l'homme ainsi que des journalistes. Nongba Kouda et Mounira Kiri. L'ONG Voix de Femmes plaide pour une meilleure prise en compte des droits de la femme, surtout dans ce contexte marqué par l'insécurité. Violence et précarité sont devenus le quotidien de centaines de femmes au Burkina, victimes des actes terroristes. Et Voix de Femmes entend œuvrer pour une société plus juste, dans laquelle les femmes jouissent pleinement de leurs droits. Il y a la violence et les droits des femmes sont un peu compromis. Dans la mesure où ce sont les femmes qui sont les premières victimes de ces violences-là. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tirer la sonnette d'alarme. Il faut toujours faire des propositions pour mettre les femmes à l'abri de ces violences-là. Les plus touchées sont celles qui vivent dans les régions en proie au terrorisme. Nombreuses sont ces femmes qui se retrouvent sans abri et sans le minimum vital. Chaque matin, les femmes rentrent en ville pour chercher à laver les habits. Deux fois, par exemple, d'autres rentrent au champ pour chercher chez les gens qui, comme on dit, les gens qui arrosent là, ils cherchent du travail là-bas pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc on a trop de difficultés. Les habits même pour gagner deux fois c'est dur. Il y a d'autres parmi nous-mêmes qui sont venus, ils n'ont rien pris. Ils sont toujours là. Voix de Femmes affirme avoir entendu leurs cris de détresse. Elle entend jouer sa partition, celle qui consiste à sensibiliser, à être un relais et à contribuer à l'élimination de toutes sortes de violences et de discriminations à l'égard de la femme. Des kits solaires au profit des élèves du complexe scolaire de Gampela à la sortie est de Ouagadougou. Le geste est du centre d'éducation et de formation de Gampela pour permettre aux bénéficiaires d'étudier dans de meilleures conditions. Et ce sont plus de 600 lampes solaires qui ont été distribuées aux élèves hier 18 janvier. Le compte rendu de Gérard Sommet et Ahadi Sandamba. De la lumière pour les élèves du complexe scolaire de Gampela. Ils reçoivent ici plus de 600 lampes scolaires. L'initiative est du fondateur du centre qui entend ainsi contribuer à l'amélioration des performances des enfants et surtout ceux en classe d'examen. Pour pouvoir encourager les enfants à travailler mieux à la maison et aussi profiter, faire un appel à d'autres personnes, pour d'autres communes de Saba, pour que, en tout cas, si Dieu vous donne quelque chose et que vous pouvez partager pour ces enfants-là, pour qu'on puisse vraiment l'aider dans l'éducation. Le développement d'un pays vient par l'éducation. Pour les bénéficiaires, ces lampes viennent soulager leurs souffrances et apporter un plus à leur vie scolaire. Plusieurs d'entre nous avaient vraiment beaucoup de difficultés et d'autres même prenaient des distances pour aller bosser chaque soir. Mais je pense que maintenant, chacun aura l'opportunité de bosser à la maison. Un geste salué à sa juste valeur par le maire de la commune rurale de Saba. Partout là où il y a des initiatives, partout là où il y a des innovations, et nous devons d'aller encourager et de faire de la sorte à ce que, en tout cas, l'éducation puisse aller toujours de l'avant. Le centre d'éducation et de formation de Gampela est composé d'un complexe scolaire et d'un centre de métier en coupe-couture et en maçonnerie. Il a ouvert ses portes en 2014. De nos jours, le centre compte plus de 400 élèves et apprenants. Un mot de religion dans ce journal et cap sur Kupela où c'était la grande mobilisation samedi dernier pour la communauté catholique. L'événement, c'est la remise du pallium à l'archevêque de Kupela. C'est une première pour un archevêque de se voir imposer le pallium au milieu de ses fidèles puisque ce genre de cérémonie se tient habituellement à Rome. Plus d'explications avec Hassan Gebré et Tangaka Fandou. Au nom du pape François, le nonce apostolique impose le pallium sur les épaules du nouvel archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kupela. Installé il y a un an, presque jour pour jour, Monseigneur Gabriel Seyaougo entre officiellement dans ses prérogatives
pour porter sa charge épiscopale, et c'est devant la haute hiérarchie de l'Église catholique et des fidèles réunis à ses côtés. La formule d'imposition du pallium a fait état d'autorité sur l'étendue de la province ecclésiastique, mais aussi d'unité. C'est dire que l'autorité dans l'Église n'est pas une autorité de domination, une autorité de satisfaction d'un leadership personnel, mais bien au contraire, une autorité d'orientation, de coordination et de stimulation d'une action commune en vue d'un but tout aussi commun et juste. Dans la tradition de l'Église catholique, le pallium est porté sur les épaules du nouvel archevêque au Vatican par le pape lui-même, une tradition revue non seulement à cause du Covid-19, mais aussi pour permettre aux fidèles de participer à l'événement solennel consacré à leur pasteur. Parce qu'avant, quand l'archevêque allait à Rome pour l'imposition, ce n'est pas possible pour tout le monde. Alors, pour permettre la participation du peuple, il a décidé, le Saint-Pierre, ce changement. C'est donc la première fois que le pallium est imposé sur les épaules d'un archevêque au Burkina Faso au milieu de ses fidèles. Un bon signe pour sa mission, selon Monseigneur Gabriel Saogo. Dans l'actualité également, nous évoquons une fois de plus le décès de Maker Ouedraogo, parti à 86 ans le 12 janvier dernier. Il repose désormais au cimetière municipal de Ouagadougou. Avant d'être conduit à sa dernière demeure, une messe funéraire a été célébrée par le cardinal Philippe Ouedraogo. Le Premier ministre était également dans la famille pour lui présenter les condoléances du gouvernement. Moussa Ouedraogo et Sébastien Zongo. Le Premier ministre au domicile familial de Ouedraogo, au quartier Pissi de Ouagadougou. Christophe Joseph-Marie Dabiré est venu réconforter la famille et saluer la mémoire de Maker Ouedraogo, banquier de formation, entré dans l'histoire politique du pays en tant que premier et jusqu'à ce jour unique candidat à l'origine d'un second tour à une élection présidentielle. C'était en 1978 face au président Sangoulé Lamizana. Cet homme, après cette histoire, a été un homme discret dans la vie, un homme que beaucoup n'ont pas connu, mais qui est resté quand même un homme qui a marqué l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, il s'en va et nous sommes fiers de lui parce qu'il a contribué à construire la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Nous sommes réconfortés. Nous témoignons notre reconnaissance au plus haut niveau du gouvernement. Après le domicile, direction l'église Christ-Roi de Pissi, que le fidèle assidu Maker Ouedraogo a contribué à bâtir en tant que doyen du comité de construction. À la messe funéraire, présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo, rites et prières de l'Absoute sont observés pour implorer la délivrance des péchés du défunt. Maker Ouedraogo est ensuite accompagné au cimetière municipal de Ouagadougou où il repose désormais dans le caveau familial. C'était un rassembleur, c'était l'homme qui cherchait à faire que les enfants, les petits-enfants, il arrivait même à les compter, il dit on a 103 petits-enfants, 40 arrière-petits-enfants. Bon, moi je veux que vous rassemblez, vous réunissez. C'était en tout cas notre... Il ne voulait pas que notre famille là s'effrite. Ils sont allés rendre visite à ma maman à Nyangoloro. J'ai dit jusqu'à aller à Nyangoloro voir ma maman, moi qui ne suis rien. Donc je garde ces souvenirs de tonton Maker. Il a dit qu'il ne veut pas de décoration sur terre ici, il veut une décoration au ciel. Né le 1er janvier 1935, Maker Ouedraogo est décédé le 12 janvier 2021 à 86 ans, laissant une épouse, 3 enfants et 6 petits-enfants. Le camp militaire Guillaume Ouedraogo à Ouagadougou porte le nom du géniteur de Maker Ouedraogo. Actualité à l'étranger, nous sommes à J-1 de l'investiture de Joe Biden comme nouveau président des États-Unis. C'est une cérémonie de prestation de serment qui s'annonce assez particulière avec un important dispositif sécuritaire.
L'heure est aux répétitions à Washington, mais les États-Unis s'apprêtent à vivre une cérémonie d'investiture inédite à bien des égards. La récente invasion du Capitole et la pandémie de Covid-19 sont passées par là. Un dispositif sécuritaire sans précédent a été déployé pour l'inauguration de la présidence de Joe Biden. En outre, seuls 1 millier d'invités seront présents contre 200 000 habituellement. À la place du public, plus de 190 000 drapeaux ont été plantés dans l'immense esplanade du National Mall où se presse habituellement la foule. Un hommage également à ceux emportés par le coronavirus. 200 officiers du département de la police new-yorkaise sont arrivés en renfort des forces de l'ordre déjà massivement déployées dans la capitale fédérale. Le pays reste traumatisé par les images du 6 janvier dernier qui ont vu les partisans de Donald Trump envahir le Congrès. Cette nouvelle vidéo a été publiée par le magazine The New Yorker. On y voit certains photographier des documents. Jusqu'à 25 000 soldats de la garde nationale seront présents pour protéger une large zone rouge allant du Capitole à la Maison-Blanche. Le FBI a annoncé contrôler les antécédents des réservistes qui seront mobilisés. Quant à Donald Trump et sa femme Melania, ils défient la tradition en refusant d'assister à la cérémonie, du jamais vu depuis 1869. Le président sortant va se concentrer sur son déménagement dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. En sport, l'actualité en Afrique est bien sûr marquée par le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ce 19 janvier, le groupe D est entré en lice avec une première opposition entre la Zambie et la Tanzanie. Et c'est un match remporté par la Zambie par le score de 2-0. Le résumé avec Mariam Ouattara. Belle entrée pour la Zambie dans le CHAN Cameroun 2021. Pour cette première opposition dans le groupe D, les Chipolopolos locaux étaient face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Naturellement, l'enjeu de ce match était de prendre les 3 points d'entrée afin de bien se positionner dans ce dernier groupe. Les 45 premières minutes sont dominées par les Zambiens qui s'offrent les meilleures occasions. En seconde période, les Chipolopolos laissent l'initiative du jeu aux Taifa Stars. Mais à la 64e minute, Shomari Kapombe mis la balle dans la surface tanzanienne. Le penalty est transformé par Colin Sikombe. 1-0 pour la Zambie. Les Zambiens vont d'ailleurs plier le match à la 80e minute. Sur un centre de Sikombe, la reprise de volée d'Emmanuel Chaboula est imparable. Le break est fait et le score ne varie pas au coup de sifflet final. Les Chipolopolos de la Zambie prennent donc la tête du groupe D avec 3 points plus 2. Et toujours dans le groupe D, en seconde opposition, la Guinée-Conakry a battu la Namibie sur le score de 3-0. La Guinée prend donc la tête du groupe D, suivi de la Zambie. Demain, le groupe A joue ses deuxièmes matchs. Cameroun-Mali à 16h et Burkina Faso-Zimbabwe à 19h. Un match à gagner impérativement sur le Burkina Faso veut se maintenir dans la compétition après avoir perdu sa première sortie contre le Mali. Et c'est la fin de l'unique édition de ce soir. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTB.